Une énigme laisse les scientifiques perplexes depuis plus de 2000 ans. Elle est si complexe que de nombreux mathématiciens ont essayé en vain de la résoudre. Certains y ont renoncé, tandis que d'autres ont bien failli devenir fous, au point parfois de tenter de se suicider. Et pourtant, cette énigme a joué un rôle dans la victoire des Britanniques contre l'Allemagne nazie. Elle a été essentielle à l'invention de l'ordinateur. Et elle a également permis de mettre en lumière le comportement des atomes, les éléments de base de la matière. De nos jours, les systèmes financiers reposent sur ce mystère impénétrable. Et en percer les secrets pourrait bien anéantir tout le système. On comprend pourquoi 800 000 € ont été promis à la personne qui parviendrait à trouver la solution. Mais quel est ce saint Graal des mathématiques? Eh bien, le mystère qui déconcerte les scientifiques depuis des siècles, c'est celui des nombres premiers. C'est l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre des mathématiques. Celui qui en viendra à bout entrera à coup sûr dans l'histoire. Je vais vous raconter la vie de ces hommes qui ont essayé de percer les mystères des nombres premiers. Mardi 6, il est 7 heures. Partout où nous allons, les nombres sont autour de nous. C'est une chose qu'on oublie souvent, mais les nombres organisent notre vie quotidienne. Ils nous aident à comprendre le monde qui nous entoure. Et ils nous servent à communiquer. Je vais prendre un 17, un 73 et un 101. Les nombres sont indispensables à nos modes de vie modernes. Quand nous nous déplaçons en voiture ou en avion, quand nous regardons la télévision, quand nous écoutons un CD, quand nous parlons au téléphone, quand nous cuisinons, tout cela est possible grâce aux mathématiques. 18 rouges, 43 bleus. 65 blancs, 14 rouges. Sans les mathématiques, rien de tout cela n'existerait. Les nombres sont essentiels à nos habitudes les plus courantes. Et les plus importants, ce sont les nombres premiers. 43 bleus. Bingo! Mais que sont les nombres premiers exactement? Et pourquoi sont-ils si importants? N'importe quel enfant pourra vous expliquer la règle de base. Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1. Mais ce que les enfants ignorent, c'est pourquoi ce sont des éléments essentiels aux mathématiques. Tous les nombres qui ne sont pas premiers peuvent être écrits comme le produit de plusieurs nombres premiers. Pour obtenir le nombre 105 par exemple, on multiplie entre eux les nombres premiers 3, 5 et 7. Tous les nombres qui ne sont pas premiers peuvent être décomposés en produits de nombres premiers. Ils sont donc la source des mathématiques, lesquelles sont la base de toutes les autres sciences. Les nombres premiers sont en quelque sorte l'hydrogène et l'oxygène du monde des nombres, ce sont les atomes des mathématiques. Les mathématiciens ont toujours été fascinés par les nombres premiers. Mon nombre préféré? 163. 17. 19. Je dirais 163. 2. Pourquoi? C'est le seul qui soit un nombre pair. Les nombres premiers sont partout autour de moi. Le numéro de ma maison, le nombre de mes enfants, des jumelles, plus un garçon, ce qui fait 3. Ma plaque d'immatriculation. Et je conduis même une Primera. Dans mon équipe de foot, j'ai réussi à convaincre mes coéquipiers de n'utiliser que des nombres premiers. Nos numéros de maillot vont du 2 au 41. Et depuis, nos résultats sont excellents et nous sommes passés en tête du classement. Les nombres premiers sont un sujet incontournable pour tous les mathématiciens. Ils sont si importants que la nature a appris à s'en servir bien avant nous.
Dans les forêts d'Amérique du Nord, une espèce de cigale utilise les nombres premiers pour assurer sa survie. Durant 17 années, ces insectes vivent sous terre, occupés uniquement à se nourrir de la sève des arbres. Ensuite, ils vont à la surface pour une période de 6 semaines. Le bruit qu'ils font est alors assourdissant. Les cigales se nourrissent, se reproduisent, pondent des œufs et au bout de 6 semaines, elles meurent. Et la forêt est de nouveau silencieuse. Mais pourquoi les cigales ont-elles décidé de rester sous terre durant 17 années? Eh bien, il semblerait qu'un prédateur profitait de leur période de reproduction pour les attaquer. Et ce prédateur apparaissait lui aussi uniquement à certaines périodes dans la forêt. Les cigales ont découvert qu'en choisissant un cycle de vie correspondant à un nombre premier, elles réduisaient les risques de se retrouver face à leur prédateur. Les nombres premiers ont été la clé pour la survie de ces cigales. De leur côté, les hommes ont également compris il y a bien longtemps qu'une bonne maîtrise des nombres pouvait augmenter leurs chances de survie. En cas d'attaque ennemie, ils devaient être capables de calculer rapidement afin de décider s'ils devaient se battre ou s'enfuir. Il était vital pour eux de savoir si l'ennemi était en surnombre. Les Grecs ont été les premiers à avoir compris l'importance de ces nombres. Ils ont construit les fondations sur lesquelles reposent les mathématiques. Les Grecs pensaient que les nombres étaient partout. Je crois que la devise des pythagoriciens était « tout est nombre ». Les Grecs avaient compris qu'on peut multiplier les nombres et ils savaient aussi que certains nombres ne peuvent pas être divisés. Ils savaient que les nombres premiers ne peuvent pas être divisés. Les bibliothèques de la Grèce antique étaient remplies de tables de nombres premiers qui répertoriaient des nombres de plus en plus grands. Les mathématiciens grecs de l'époque pensaient peut-être qu'ils parviendraient un jour à écrire la liste de tous les nombres premiers. Mais aux environs du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Euclide, le premier génie des mathématiques, découvre que cela est impossible. Selon lui, une personne qui essaierait d'écrire tous les nombres premiers ne pourrait jamais s'arrêter. Euclide a démontré sans l'ombre d'un doute qu'il existe un nombre infini de nombres premiers. Et il y est parvenu grâce à un raisonnement logique très ingénieux. Euclide a cherché à savoir s'il y avait un nombre défini de nombres premiers, lesquels pourraient être multipliés entre eux pour obtenir n'importe quel nombre qui ne soit pas premier. On peut par exemple prendre les nombres premiers 2, 3 et 5. On cherche ensuite à savoir si on peut obtenir n'importe quel nombre en multipliant les différentes combinaisons possibles des nombres 2, 3 et 5. Euclide est parvenu à trouver un nombre qu'on ne pouvait pas fabriquer avec ces 3 nombres premiers. Il les a tout d'abord multipliés entre eux, ce qui nous fait 30. Mais ensuite, et c'est précisément là son idée de génie, il a ajouté 1 à ce résultat, obtenant ainsi le nombre 31. Aucun des nombres premiers 2, 3 ou 5 n'est un diviseur de ce nombre à cause de ce 1 qui a été ajouté. Euclide savait que tous les nombres non premiers peuvent être écrits comme le produit de plusieurs nombres premiers. Qu'en est-il de 31 ? Puisqu'on ne peut pas le diviser par 2, 3 ou 5, c'est probablement parce qu'il manque un nombre premier sur la liste. Et puis 31 est justement un nombre premier. Euclide a ainsi trouvé un des nombres premiers manquants. Mais même en ajoutant 31 à la liste, on peut de nouveau effectuer la même opération. Euclide est parvenu à montrer de cette façon que toutes les tables de nombres premiers sont incomplètes. Il a donc réussi à démontrer qu'il existe un nombre infini de nombres premiers. Cette démonstration est un très bel exemple de raisonnement mathématique. Mais Euclide n'est pas parvenu à franchir l'étape suivante. Il n'a pas réussi à trouver une façon d'expliquer la distribution des nombres premiers. Quand on observe la suite des nombres dans leur ensemble, les nombres premiers semblent apparaître de façon aléatoire.
On dirait qu'ils apparaissent au hasard. C'est un peu comme les numéros gagnants au loto, ou l'heure d'arrivée des bus quand il y a des embouteillages. Alors, est-ce qu'ils sont disposés selon un ordre? Y a-t-il une façon de comprendre les nombres premiers? Et si nous ne pouvons pas les comprendre complètement, il faudrait au moins arriver à déterminer le schéma qui organise leur distribution. Beaucoup de scientifiques ont essayé de trouver une formule qui puisse déterminer la distribution des nombres premiers. Mais ça ne marche jamais. Tout comme les étoiles dans le ciel, les nombres premiers sont éparpillés à travers l'univers des nombres. Certains sont regroupés, tandis que d'autres sont plus isolés. Et il semble n'y avoir aucun système derrière tout cela. C'est vraiment très étrange. Et s'il y a bien une chose que les mathématiciens aiment avant tout, c'est un système bien ordonné. En général, les gens pensent que les mathématiques consistent à faire des divisions compliquées avec beaucoup de chiffres après la virgule. Mais l'essence des mathématiques, c'est bien autre chose. Pour moi, mathématicien, c'est avant tout rechercher des schémas. Faire des maths, c'est essayer de trouver des schémas dans le désordre des nombres qui nous entourent, pour parvenir à découvrir la structure qui relie les nombres entre eux. Et parmi tous les nombres, ce sont les nombres premiers qui constituent le défi le plus intéressant à relever pour un mathématicien à la recherche de réponses. La question de la distribution des nombres premiers est une énigme pour les mathématiciens depuis l'époque d'Euclide. Les plus grands génies ne sont jamais parvenus à résoudre ce problème. C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'on commence à en savoir plus. On doit cette avancée à un Allemand alors âgé de 15 ans, qui deviendra l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, Carl Friedrich Gauss. Gauss est devenu célèbre du jour au lendemain grâce à ses talents d'astronome. À cette époque, une planète qui vient d'être découverte, Cérès, a totalement disparu du ciel à cause de la lumière qui émane du Soleil. Les astronomes sont désespérés, mais grâce aux mathématiques, Gauss va réussir à déterminer l'orbite de Cérès. Il parvient ainsi à montrer aux astronomes où se trouve la planète qu'ils recherchent. Ce sont donc les mathématiques qui ont permis de déterminer la position exacte de cette planète. Mais Gauss ne s'intéressait pas qu'aux étoiles. Sa vraie passion, c'était avant tout les nombres. Gauss était un enfant prodige. Il passait son temps à faire des calculs. Il disait qu'il avait appris à calculer avant de savoir lire. Dès le début, les nombres ont joué un rôle très important dans sa vie. Alors qu'il n'a que 3 ans, Gauss est déjà capable de corriger les calculs de son père. À l'époque où il va à l'école, il tient un journal secret dans lequel il consigne toutes ses découvertes mathématiques. C'est un cadeau qu'il reçoit pour son 15e anniversaire qui va changer le cours de l'histoire des mathématiques. Ce cadeau, c'est un livre de tables mathématiques. Au dos de ce livre, il y a une liste qui devient une obsession pour le jeune Gauss. Une table des nombres premiers. Il passe des heures entières à se pencher sur ces nombres pour essayer de percer leurs secrets. Ces efforts vont le conduire à une découverte extraordinaire. En observant sa table des nombres premiers, le jeune Gauss se rend compte qu'il ne peut pas expliquer leur distribution. Il n'existe aucun moyen de prédire à quel endroit ils vont apparaître. Les nombres premiers semblent dépendre du hasard. Gauss décide alors de faire ce que tout bon mathématicien doit savoir faire. Quand un problème semble trop difficile, il faut être capable de penser le problème autrement, de trouver une méthode différente.
Plutôt que de continuer à étudier la distribution des nombres premiers, Gauss va travailler sur leur nombre. Gauss comptait les nombres premiers par bloc de 1000. Il faisait ça souvent. On raconte qu'il pouvait trouver tous les nombres premiers dans un bloc de 1000 en un quart d'heure. Donc il a dressé beaucoup de tables de nombres premiers. C'est comme ça qu'il a fini par énoncer une hypothèse incroyable qui est à l'origine des études modernes sur les nombres premiers. Euclide a établi qu'il existe un nombre infini de nombres premiers. Gauss a compté les nombres premiers que l'on trouvait jusqu'à 10, puis jusqu'à 100, puis jusqu'à 1000 et ainsi de suite. Il découvre que plus les nombres sont grands, plus les nombres premiers se font rares. Il va donc essayer de trouver une formule qui puisse prédire ce phénomène. Au début, pour Gauss, la distribution des nombres premiers semble tout aussi aléatoire qu'un coup de dé. Pourtant, en les comptant, il se rend compte qu'il peut calculer la probabilité de tomber sur l'un d'entre eux. Par exemple, il y a 25 nombres premiers entre 1 et 100. Cela veut dire qu'on a une chance sur 4 de tomber sur un nombre premier. Mais si on s'intéresse au nombre entre 1 et 1000, la probabilité n'est plus que d'une chance sur 6. Les nombres premiers ont donc peut-être été répartis à l'aide de plusieurs dés différents. Gauss doit encore réussir à évaluer dans quelle proportion les nombres premiers diminuent au fur et à mesure que l'on s'intéresse à des nombres de plus en plus grands. C'est en travaillant sur ces probabilités que Gauss va faire une découverte très importante. Malgré les apparences, les nombres premiers semblent respecter un ordre bien précis. Gauss a remarqué qu'à chaque fois qu'il ajoutait un zéro, la probabilité de tomber sur un nombre premier diminuait de façon proportionnelle. Si on compte jusqu'à 10 000, puis 100 000, puis 1 million, la probabilité de tomber sur un nombre premier passe d'1 sur 8 à 1 sur 10, puis à 1 sur 12. Donc, je peux compter les nombres premiers de 0 à 10 000 à l'aide de ce dé à 8 faces. Mais, si je veux compter les nombres premiers de 0 à 1 million, alors il me faut un dé à 12 faces. C'est un peu comme si la nature répartissait les nombres premiers avec un dé dont le nombre de faces augmente de façon régulière. Il a découvert cette régularité. Plus les nombres sont grands, plus les nombres premiers sont rares. Et Gauss a établi dans quelle proportion le taux de nombres premiers diminue. Quand Gauss réalise un graphique représentant la suite des nombres premiers, il obtient une sorte d'escalier irrégulier dans lequel chaque marche correspond à un nombre premier. Mais il ne peut pas poursuivre ce graphique infiniment. En se servant de ses travaux sur les probabilités, Gauss établit un deuxième graphique qui permet d'estimer l'évolution des nombres premiers à l'infini. Plutôt que de se concentrer sur chaque nombre premier, ce graphique s'intéresse donc à l'évolution globale de la distribution des nombres premiers. Et pour Gauss, les nombres premiers diminuent de façon régulière. C'est la première preuve de l'existence d'une organisation dans la distribution des nombres premiers. Auparavant, les mathématiciens étudiaient les nombres premiers un par un et ne les considéraient pas dans leur ensemble. C'est en étudiant les nombres dans leur ensemble que Gauss a découvert l'harmonie cachée dans la suite des nombres premiers. Gauss savait que son hypothèse était approximative, mais il pensait tout de même qu'il se rapprochait du nombre exact de nombres premiers. Mais il n'a pas réussi à démontrer son hypothèse. Et pour un mathématicien, tout doit être démontré. Les mathématiques ne reposent pas sur des intuitions, elles reposent sur des démonstrations. Il faut apporter la preuve de ce que l'on avance. C'est un des rares domaines dans lesquels on a l'impression de pouvoir atteindre la vérité. Quand une hypothèse a été démontrée, il n'y a plus besoin d'y revenir, ça restera toujours vrai. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une chose qui dépend de notre vision du monde. C'est une vérité universelle. Voilà ce qui attire beaucoup de gens vers les mathématiques. Gauss a longtemps attendu avant de faire part de ses découvertes. Il hésitait toujours avant de publier ses travaux. Il préférait consigner ses idées dans son carnet secret. Gauss était réticent à publier ses travaux pour deux raisons. D'abord, il était employé en tant qu'astronome. Ses travaux de mathématicien étaient une occupation secondaire. C'est son travail d'astronome qui était son gagne-pain, si on peut se permettre de dire ça.
Et puis, Gauss ne publiait jamais rien tant qu'il n'était pas certain d'être arrivé à un résultat parfait. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les gens publient tout ce qui leur passe par la tête. Et il y a du bon comme du mauvais. Gauss était vraiment très méticuleux, très précis. On disait de lui qu'il n'aurait jamais présenté une cathédrale sans avoir pris le temps de retirer les échafaudages. Et pour lui, cette hypothèse, c'était juste un échafaudage. Lorsque Gauss publie enfin ses travaux, il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens qui ait existé. Les mathématiciens aiment bien se créer des héros. On a dit de nombreuses personnes qu'elles étaient des génies des mathématiques, mais on peut vraiment dire que la plupart des mathématiciens ne lui arrivent pas à la cheville. On l'appelle le prince des mathématiciens. C'est en partie pour ses contributions, mais aussi parce qu'il a travaillé dans des domaines différents. Il était aussi physicien. Il s'est intéressé à l'électromagnétisme. Il s'est demandé si l'univers était plat ou courbe. Il a étudié plusieurs domaines et notamment la théorie des nombres. En vieillissant, Gauss est de plus en plus renfermé sur lui-même. Il passe des heures seul dans son observatoire de la petite ville universitaire de Göttingen. Il est parvenu à ajouter des nombres dans la table qu'il possède depuis ses 15 ans, mais les nombres premiers refusent toujours de livrer leurs secrets. La présence de Gauss à Göttingen a transformé cette petite ville universitaire paisible en haut lieu des mathématiques en Europe. Et parmi ses disciples se trouve un jeune mathématicien qui fera la prochaine grande découverte sur les nombres premiers, Bernhard Riemann. Riemann est né en 1826 dans les environs de Hanovre en Allemagne. C'est le fils d'un pasteur. Il venait d'une famille pauvre et c'était un enfant assez timide. Il n'aimait pas trop se lier avec les autres. Il était très réservé. Il ne jouait pas souvent avec ses camarades. Le directeur de l'école remarque que ce petit garçon introverti est extrêmement doué pour les mathématiques. Pour l'encourager, il lui permet d'avoir librement accès à sa bibliothèque qui contient de nombreux livres de mathématiques. C'est la découverte d'un nouveau monde pour Riemann. Un endroit dans lequel il se sent enfin chez lui. Il entre dans l'univers mathématique dans lequel les nombres deviennent ses amis. C'est dans un livre que Riemann va découvrir une partie du mystère des nombres premiers. On raconte qu'il a dévoré les 859 pages du livre en à peine 6 jours. Et il l'a ensuite rendu à son professeur en lui disant « C'est un livre merveilleux, je le connais par cœur ». Ce que vient de découvrir Riemann portera ses fruits quelques années plus tard. En 1846, Riemann arrive à l'université de Göttingen pour rencontrer Gauss. Cette petite ville médiévale dans laquelle les frères Grimm ont écrit une bonne partie de leurs contes n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Riemann. Göttingen va devenir le théâtre d'une révolution dans les mathématiques. Les mathématiques sont souvent considérées comme un simple outil pour effectuer des calculs qui serviront aux autres sciences. En France, les mathématiques servaient surtout à construire des navires et des canons. Mais en Allemagne, cette science va être complètement métamorphosée. Les mathématiciens sont entrés dans un monde abstrait et original, un univers rempli de nombres et de formes géométriques étranges. Riemann va jouer un rôle primordial dans la révolution mathématique de Göttingen. Il propose dans sa thèse de doctorat une nouvelle théorie portant sur les mathématiques pures. Aujourd'hui, elle est considérée comme une contribution majeure aux mathématiques. Malgré ses succès universitaires, Riemann reste très discret. Il est hypocondriaque et passe par des périodes de dépression. Il trouve refuge dans son travail et se cache derrière une impressionnante barbe noire qu'il laisse pousser. C'est cet homme introverti qui va poursuivre les travaux de Gauss, ce qui le mènera à une avancée capitale dans l'histoire des nombres premiers.
Riemann est en effet à l'origine d'une grande découverte. Il travaille sur une formule mathématique, la fonction zeta. On peut comparer une fonction à une calculatrice. On y introduit des chiffres et on obtient un résultat. Riemann se rend compte que la fonction zeta peut être utilisée pour construire un graphique en 3 dimensions. Cette fonction est comme un miroir magique qui lui permettrait de quitter le vieux monde de l'arithmétique pour entrer dans l'univers étrange de la géométrie. Riemann observe le miroir, il respire un grand coup et il passe de l'autre côté. En 1859, Riemann fait une découverte qui va bouleverser l'univers des mathématiques. Il travaille alors sur une formule mathématique, la fonction zeta. On peut comparer une fonction à une calculatrice. On y introduit des chiffres et on obtient un résultat. Riemann se rend compte que la fonction zeta peut être utilisée pour construire un graphique en 3 dimensions. Cette fonction est comme un miroir magique qui lui permettrait de quitter le vieux monde de l'arithmétique pour entrer dans l'univers étrange de la géométrie. Riemann observe le miroir, respire un grand coup et passe de l'autre côté. Au début, il ignore que la fonction zeta a un lien avec les nombres premiers. Puis il comprend que les contours du paysage créé par la formule peuvent peut-être révéler les secrets des nombres premiers. Si on regarde à l'est, on ne voit rien d'autre qu'une vaste plaine. Mais si on regarde à l'ouest, on aperçoit une chaîne de montagnes. L'une de ces montagnes s'élève à l'infini. Mais ce ne sont pas les pics des montagnes qui sont réellement importants. C'est en fait au cœur des vallées que Riemann tombe sur le trésor qu'il recherche. À certains endroits, la surface du graphique en 3 dimensions descend jusqu'à 0, un peu comme les endroits situés au niveau de la mer dans un paysage réel. Les mathématiciens nomment ces points des zéros. Riemann découvre que ces zéros ont une importance capitale, car ils ont un lien inattendu avec la distribution des nombres premiers. Tous les mathématiciens qui ont suivi Riemann de l'autre côté du miroir ont été émerveillés par cette découverte. Il fallait vraiment avoir beaucoup d'imagination pour établir ce lien surprenant entre l'arithmétique et la géométrie. Cette découverte permet à Riemann de poursuivre et d'améliorer les travaux de Gauss sur les nombres premiers. En utilisant les probabilités, Gauss a cherché à découvrir combien il y avait de nombres premiers. Mais il n'a obtenu qu'une estimation. Et un mathématicien cherche toujours à obtenir des résultats précis. Riemann a découvert qu'on pouvait améliorer les travaux de Gauss en s'intéressant à la répartition des zéros dans la fonction zeta. C'est un peu comme si chaque zéro était une note de musique dont les vibrations modifient l'estimation de Gauss afin que celle-ci se rapproche davantage de la quantité réelle de nombres premiers. La combinaison de toutes ces notes forme une sorte de mélodie qui permet de corriger avec précision l'estimation de Gauss et donc de dénombrer les nombres premiers. Riemann a donc vu que les zéros, qui à première vue ne semblaient pas être reliés aux nombres premiers, pouvaient en fait servir à mieux comprendre leur distribution. La découverte de Riemann est aussi révolutionnaire que la formule d'Einstein E égale mc2. Sauf que dans ce cas précis, on n'a pas affaire à de la matière qui se transforme en énergie, mais à des nombres premiers qui se transforment en notes de musique. Riemann a trouvé les clés qui nous dévoilent les secrets des nombres premiers. Ce sont ces points au niveau de la mer, les zéros, qui sont la solution de cette énigme. Et Riemann n'est pas au bout de ses surprises. En observant l'endroit où sont placés les 10 premiers zéros, il remarque que leur position respecte un ordre bien précis. Les zéros ne sont pas dispersés un peu partout. On dirait au contraire qu'ils sont tous placés le long d'une ligne droite qui traverse le paysage. Selon Riemann, le fait que les 10 premiers zéros soient alignés ne peut pas être dû au hasard.
Il énonce alors une théorie affirmant que les zéros de la fonction zeta, dont le nombre est infini, se trouvent tous sur une ligne droite, la ligne critique. Cette hypothèse est connue sous le nom d'hypothèse de Riemann. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec les nombres premiers. Si Riemann avait raison et que les zéros sont tous alignés, cela voudrait dire que Gauss était encore plus près de la vérité que ce que lui-même pensait. Et cela signifierait que les nombres premiers apparaissent de façon régulière dans l'univers des nombres. Cela nous démontre que si on s'intéresse aux nombres premiers dans leur ensemble, on voit que leur distribution n'est pas aléatoire. On constate donc que la formule de Gauss est assez précise. Elle nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble des nombres premiers. Il y a un certain équilibre. On peut dire qu'ils sont répartis de façon harmonieuse, de la meilleure des façons possibles. La découverte de Riemann nous permet de constater toute la beauté de la musique des nombres premiers. Si tous les zéros sont effectivement situés sur une même ligne droite comme Riemann l'a dit, il existerait donc une harmonie subtile entre toutes les notes de musique qui émanent des zéros. En revanche, si cette théorie est fausse et qu'un des zéros ne se trouve pas sur cette ligne, ce serait un peu comme si l'un des musiciens de l'orchestre se mettait à jouer sa propre partition sans se soucier des autres. Cependant, Riemann était persuadé que tous les zéros étaient bien sur la même ligne droite. Il était convaincu qu'on aurait pu parcourir le graphique à l'infini sans jamais trouver un zéro en dehors de la ligne droite. Ce qui signifie que grâce à son hypothèse, les calculs de Gauss le rapprochaient du nombre de nombres premiers. Le miroir de Riemann a complètement transformé notre façon de considérer les nombres premiers. Il a permis de relier deux parties différentes des mathématiques grâce à ce lien entre les zéros du graphique et les nombres premiers. Parvenir à une découverte aussi importante est le rêve de tout mathématicien. C'est incroyable. C'est fabuleux. J'imagine que Riemann a dû être fou de joie quand il a trouvé ce lien entre les zéros et les nombres premiers. Le fait de réussir à relier ces deux parties des mathématiques, qui semblaient être très éloignées l'une de l'autre, de parvenir à trouver ce point commun entre ces deux domaines, je pense que ça doit être l'une des plus grandes satisfactions intellectuelles qu'il puisse y avoir dans la carrière d'un scientifique. C'est un moment merveilleux parce que ça arrive sans qu'on s'y attende. C'est un moment très agréable parce que tout d'un coup, on découvre un lien qu'on ne soupçonnait pas entre deux choses. Et ça peut parfois permettre de trouver des solutions à des problèmes que d'autres personnes ne sont pas parvenues à résoudre. Donc, quand on parvient à faire ce genre de découverte, on est vraiment très heureux. En général, ça n'arrive qu'une fois ou deux dans la vie d'un mathématicien. Et encore, si on a de la chance. Mais c'est un moment exceptionnel. Ça vous donne la chair de poule. Riemann publie un article de 9 pages en 1859. Malgré le caractère révolutionnaire de son hypothèse, il préfère rester prudent. Il se contente d'affirmer qu'il est très probable que tous les zéros soient situés sur une même ligne. Riemann n'a pas réussi à démontrer sa théorie. Cela ne l'empêche pas d'être largement acclamé pour son article. Il est même promu à la chaire de mathématiques de l'université de Göttingen, un poste qui avait été auparavant occupé par Gauss. C'était une époque merveilleuse pour lui. Il a rencontré beaucoup de gens et je pense qu'il a été assez heureux. Il y a beaucoup de mathématiciens qui sont plutôt timides au début, mais ils s'ouvrent un peu plus au fil des ans. C'est ce qui s'est passé avec Riemann apparemment. Il a révolutionné tous les sujets qu'il a étudiés. C'était un vrai génie, même s'il était très différent de Gauss. On peut dire qu'il faisait de la magie avec les mathématiques. Gauss avait des connaissances approfondies dans tous les domaines des mathématiques, alors que Riemann, comme je vous l'ai dit, c'était un magicien. Riemann est sans aucun doute l'un des mathématiciens les plus importants. Il a fait des découvertes capitales sur les nombres premiers. C'est dû en grande partie au fait qu'il a inventé une méthode qui lui a permis de faire ces découvertes. Il a aussi apporté sa contribution dans le domaine de la géométrie. La théorie de la relativité générale d'Einstein repose sur les découvertes mathématiques que Riemann a fait 50 ans plus tôt. Ses travaux sont encore très importants de nos jours. Mais Riemann n'a pas profité longtemps de son succès. La guerre austro-prussienne fait rage et s'étend jusqu'aux alentours de Göttingen. Le mathématicien décide alors de partir pour l'Italie pour fuir les combats. Ce sera malheureusement son dernier voyage.
Il meurt de la tuberculose en Italie à peine 3 semaines plus tard, alors qu'il n'avait que 39 ans. Riemann a tout de suite été reconnu comme étant l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Pourtant, sa réputation serait peut-être plus grande encore si sa gouvernante n'avait pas commis une énorme bévue. En voyant les piles de papier que Riemann a laissées dans son bureau, elle décide de jeter au feu de nombreux manuscrits qui n'ont pas été publiés. On ne pourra jamais savoir s'il était arrivé à démontrer son hypothèse. Cette hypothèse est devenue un défi à relever. Beaucoup de mathématiciens ont rêvé de réussir à démontrer que Riemann avait raison au sujet de la position des zéros dans la fonction zeta. L'hypothèse de Riemann est d'une importance capitale pour la théorie des nombres, et peut-être pour les mathématiques dans leur ensemble. Pourquoi est-ce un problème si important? Eh bien, c'est en partie parce qu'il n'a toujours pas été résolu après toutes ces années. Et puis, c'est une théorie qui semble tout à fait probable. Elle est liée à la question fondamentale, combien y a-t-il de nombres premiers? C'est devenu très important parce qu'on en a fait une question symbolique. C'est une étape qu'on cherche à franchir. Tout le monde voit ça comme une limite à dépasser. Au début du XXe siècle, l'hypothèse de Riemann devient l'une des plus grandes énigmes des mathématiques. Personne n'a encore réussi à en percer les secrets. Mais peu de temps avant la Première Guerre mondiale, un mathématicien réussit enfin à progresser vers la résolution du problème. Cette fois-ci, cela ne se passe pas à Göttingen, mais à l'autre bout de l'Europe. Au début du XXe siècle, l'Angleterre a un énorme retard dans le domaine des mathématiques. Les grandes universités du pays sont restées imperméables à la révolution mathématique qui a agité le continent au XIXe siècle. Vous serez donc surpris d'apprendre que l'étape suivante dans la résolution du mystère des nombres premiers a été franchie ici, à Cambridge. L'homme qui a réveillé l'Angleterre de son sommeil mathématique s'appelait Godfrey Harold Hardy. Les nombres premiers ont été son obsession tout au long de sa vie. Hardy a déclaré un jour que la table des nombres premiers était une lecture plus agréable pour le petit déjeuner que les résultats du football. La passion de Hardy pour les nombres premiers n'a d'égal que son amour pour le cricket et son combat contre Dieu. Il voulait à tout prix parvenir à réfuter l'existence de Dieu, et c'est pour cela que Dieu a joué un rôle très important dans sa vie. Lorsqu'il sort de chez lui pour assister au match de cricket, il emporte tout un attirail dans le cas où il se mettrait à pleuvoir. Même durant les journées ensoleillées, il emporte avec lui 4 pulls, un parapluie et une pile de dossiers. Son but est de faire croire à Dieu qu'il espère qu'il se mettra à pleuvoir pour pouvoir travailler. Hardy pensait que Dieu, qui était son grand ennemi, ferait alors briller le soleil pour contrarier ses projets. Un jour, Hardy a envoyé une carte postale à un ami dans laquelle il prétendait avoir démontré l'hypothèse de Riemann. Mais la joie de cette nouvelle a été de courte durée. On a découvert que Hardy avait encore voulu jouer un tour à Dieu. Il a envoyé cette carte postale peu de temps avant de faire un voyage en mer assez dangereux. C'était une sorte d'assurance pour lui. Il était persuadé que Dieu ne le laisserait jamais se noyer en laissant croire à tout le monde qu'il avait résolu le problème. C'est au début de sa carrière que Hardy apporte sa contribution dans la résolution du mystère des nombres premiers. Riemann pensait qu'il était probable que tous les zéros soient situés sur une même ligne. Hardy a réussi à démontrer qu'il y avait un nombre infini de zéros sur cette ligne. Il est donc parvenu à démontrer en partie l'hypothèse de Riemann. Cette découverte peut donner l'impression que Hardy a démontré l'hypothèse de Riemann. Mais le concept de l'infini peut réserver quelques surprises. On peut prouver qu'il y a un nombre infini de zéros sur cette ligne, mais il peut encore rester un nombre infini de zéros qui n'ont pas été vérifiés, et donc il peut toujours y avoir un nombre infini de zéros en dehors de cette ligne. On peut comparer cela à un hôtel qui aurait un nombre infini de chambres. On peut ouvrir la porte de toutes les chambres portant un numéro pair et constater qu'elles sont toutes occupées.
Mais même si l'on vérifie un nombre infini de chambres, il restera toujours les numéros impairs à vérifier. Dans le cas de Hardy, au lieu d'ouvrir des portes, il vérifiait les zéros pour voir s'ils étaient bien situés sur la ligne critique. Malheureusement, Hardy n'a pas réussi à démontrer que la moitié des zéros étaient bien sur la ligne droite. C'était déjà une grande réussite, mais le chemin à parcourir était encore long. Un matin, en 1913, Hardy reçoit une lettre qui contient des théorèmes étranges sur les nombres premiers. L'auteur de cette lettre prétend avoir trouvé une formule permettant de dénombrer les nombres premiers jusqu'à 100 millions sans aucune erreur. Si cela s'avérait, ce serait une immense avancée pour les mathématiques. Hardy a bien failli jeter cette lettre à la poubelle. Il sait que les mathématiques attirent parfois des gens un peu fous. Mais un peu plus tard dans la journée, il découvre que les théorèmes sont corrects. Hardy se rend compte qu'il a affaire à un vrai génie. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que la lettre a été envoyée de l'autre bout du monde. L'auteur de la lettre est Srinivasa Ramanujan, un jeune homme de 25 ans qui gagne un salaire de misère en travaillant dans les bureaux du port de Madras. Tout comme Hardy, Ramanujan est passionné par les nombres premiers. Et plutôt que de travailler à la comptabilité du port, il préfère passer son temps à remplir des cahiers avec des calculs sur les nombres premiers. Après son travail, Ramanujan se promène pieds nus sur la plage en pensant encore et toujours aux nombres premiers. Il n'a aucun moyen de s'informer des progrès qui ont été réalisés sur le sujet en Occident. Et pourtant, il a réussi à prouver par lui-même une bonne partie des résultats qui ont été démontrés par Riemann 50 ans plus tôt. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Ramanujan est presque entièrement autodidacte. À l'école, il montre très tôt de grandes prédispositions pour les mathématiques. Mais son manque d'intérêt pour toutes les autres matières l'empêche d'accéder à l'université. Si Ramanujan n'a pas fait d'études supérieures à l'université, c'est surtout parce qu'il aurait trouvé les cours très ennuyeux. Il y a une anecdote assez intéressante qui circule à son sujet. On raconte qu'un jour, il a rendu sa copie en classe de physiologie et il avait écrit « Voici la portion non digérée du cours sur la digestion ». C'est tout ce qu'il avait écrit. Et il a rendu sa copie comme ça. Les autres matières ne l'intéressaient pas du tout. Il n'aimait que les mathématiques. Il savait qu'il était très doué pour ça, et il n'y a rien d'autre qui l'intéressait. Puisque l'université de Madras lui ferme ses portes, Ramanujan décide d'apprendre seul. Durant 5 longues années, il étudie les mathématiques assis sous le porche de la maison de ses parents. Si Ramanujan était si doué, c'est parce qu'il était vraiment obsédé par les mathématiques. Il y pensait 24 heures sur 24. On raconte même que parfois sa femme lui donnait à manger pendant qu'il travaillait, pour qu'il ne soit pas obligé de s'arrêter. Il y a très peu de gens qui sont obsédés à ce point par les mathématiques. Je ne sais pas si ça donne forcément de bons résultats, mais pour Ramanujan, ça a été le cas. Ramanujan a l'avantage de ne pas être entravé par les conventions habituelles des mathématiques. C'est avec un enthousiasme enfantin qu'il s'attaque au mystère des nombres premiers. Et c'est précisément cette naïveté qui va faire toute sa force. Ramanujan était vraiment un génie, ça ne fait aucun doute. Et comme il était autodidacte, il n'était pas contaminé par les façons de penser des autres, ou les préjugés les plus répandus à cette époque. Il a osé aller bien plus loin que la plupart des autres mathématiciens. Et parfois il se trompait.
Mais bien souvent, il avait raison. Les personnes qui ont suivi ses intuitions ont pu prouver qu'il avait raison. La créativité des mathématiciens est en général assez difficile à expliquer. Et la façon qu'avait Ramanujan de travailler est encore plus mystérieuse. Il disait que ses idées lui étaient soufflées dans ses rêves par Namagiri, une déesse. Cela peut paraître étrange, mais l'inconscient joue un rôle très important dans le processus créatif des mathématiciens. Il m'est déjà arrivé de m'endormir en pensant à un problème et de me réveiller quelques heures plus tard en ayant trouvé la solution. Il semblerait que Ramanujan savait parfaitement se laisser guider par son inconscient à travers les dédales des mathématiques. Voulant à tout prix que son talent soit enfin reconnu à sa juste valeur, Ramanujan décide d'entrer en contact avec des mathématiciens anglais. Il écrit donc à Hardy. Une fois convaincu du génie de Ramanujan, Hardy va tout faire pour faire venir l'Indien à Cambridge. Mais Ramanujan hésite. Il n'a pas tellement envie de quitter sa femme et sa famille. Et en tant que brahman, il pense que le fait de traverser l'océan fera de lui un proscrit. Heureusement, l'un de ses amis va avoir une brillante idée. Voyant qu'il souhaite désespérément aller à Cambridge, cet ami a imaginé un stratagème pour le décider. Il emmène Ramanujan au temple pour qu'il puisse y trouver l'inspiration divine. Après 3 nuits passées sur le sol du temple, comme son ami l'espérait, Namagiri apparaît à Ramanujan et elle lui ordonne de traverser l'océan. Le plan a fonctionné. Ramanujan quitte Madras pour l'Angleterre en 1914, peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale. Sa silhouette devient vite familière dans les environs de Trinity College, car il se promène partout en pantoufles, trouvant les chaussures de ville trop inconfortables. Ramanujan travaille avec Hardy sur de nombreux sujets, et leur collaboration va porter ses fruits. Ils trouvent ensemble les solutions à de nombreux problèmes mathématiques, mais ils ne parviennent pas à percer le mystère des nombres premiers. Hardy commence à désespérer. Le génie de Ramanujan aurait peut-être fini par venir à bout de ce mystère s'il n'était pas tombé dans la dépression et la maladie. Son pays natal lui manque terriblement. Il a vécu des moments très difficiles. Pendant les 5 années qu'il a passées là-bas, il y a eu la guerre. Donc il avait du mal à correspondre avec sa femme. Et mis à part Hardy, il n'y avait pas beaucoup de personnes avec lesquelles il pouvait parler tous les jours. Et puis la nourriture ne lui convenait pas. Il tenait absolument à ne pas manger de viande. Il était végétarien. Un jour, Ramanujan a mangé du chocolat en poudre en pensant que c'était un produit végétarien. Quand il a jeté un coup d'œil sur la boîte, il a été horrifié de découvrir qu'il y avait de la graisse animale à l'intérieur. Quelques jours plus tard, il se retrouve sous un bombardement et il est persuadé que Namagiri le punit pour avoir mangé un aliment d'origine animale. Ramanujan est tellement déprimé qu'il tente de se jeter sous un train. Le conducteur freine à temps, mais le mathématicien est conduit de force dans un sanatorium où il est interné pendant 1 année. Quand Hardy rend visite à Ramanujan au sanatorium, avec son flegme bien anglais, il ne trouve rien d'autre comme sujet de conversation que le numéro du taxi qui l'a conduit. 1729. Un nombre qui n'a aucun intérêt, déclare Hardy. Mais pas du tout, répond le patient. C'est le plus petit nombre décomposable en somme de 2 cubes de 2 manières différentes. Ramanujan ne pouvait pas s'empêcher de penser au nombre. À la fin de la Première Guerre mondiale, Hardy propose à Ramanujan de retourner en Inde. Quelques mois plus tard, il apprend avec tristesse que son talentueux protégé est décédé à seulement 32 ans. De son côté, Hardy ne supportait pas de vieillir.
Il avait retourné tous les miroirs chez lui pour ne pas avoir à regarder son visage marqué par les ans. Hardy était malheureux vers la fin de sa vie. Il a su garder une forme de jeune homme pendant très longtemps, jusqu'à ses 60 ans environ. Et puis il a commencé à avoir des problèmes cardiaques. Il est devenu dépressif. L'hypothèse de Riemann a continué d'être une véritable obsession pour Hardy. Mais il était chaque jour un peu plus triste de voir qu'il n'arrivait pas à la démontrer. Comme Ramanujan avant lui, il va tenter de mettre fin à ses jours sans y parvenir en avalant des barbituriques. L'hypothèse de Riemann a été un adversaire redoutable. Le 8 juin 1954, l'un des mathématiciens les plus brillants de son époque se suicide. Il s'empoisonne au cyanure. Il s'agit d'Alan Turing. C'était un vrai génie. On le surnomme souvent le père de l'informatique. D'autres l'appellent aussi le père de l'intelligence artificielle. Mais il adorait aussi les mathématiques. Il est très connu pour son travail en cryptographie. Alan Turing devient célèbre en décryptant le code des machines allemandes Enigma durant la guerre, menant ainsi les nazis à la défaite. Mais on connaît moins le rôle qu'a joué l'hypothèse de Riemann dans le raisonnement de Turing pour déchiffrer le code. Durant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de mathématiciens est envoyé à Bletchley Park, le QG des services de renseignement britanniques. Ils sont chargés de décoder les messages que les Alliés interceptent. Pour Turing et ses collègues, Bletchley Park ressemble à l'université de Cambridge. On y joue les mêmes parties de cricket sur la pelouse. Pour le groupe de scientifiques, les messages cryptés sont comme des puzzles intellectuels très simples, mais dont la vie de millions de gens dépend. Quand Turing n'est pas occupé à décrypter le code, il s'emploie à résoudre un problème sur lequel il travaillait avant la déclaration de guerre. Ce problème lui a été présenté par l'un de ses tuteurs à Cambridge, Godfrey Harold Hardy. Il s'agit de l'hypothèse de Riemann. Par rapport à ses confrères, Turing avait une approche inédite de l'hypothèse pour deux raisons. Tout d'abord, il a envisagé de façon théorique que l'hypothèse de Riemann puisse être erronée. Ensuite, il a décidé de prouver qu'elle était fausse en adoptant une technique révolutionnaire. Turing a construit une machine. Le but de cette machine est d'explorer le paysage de Riemann pour démontrer que l'hypothèse est fausse en recherchant des zéros corrompus qui ne seraient pas sur la ligne. À la fin des années 30, la chambre de Turing à Cambridge a déjà disparu sous des monceaux de rouages et d'engrenages. Mais la guerre interrompt son travail. Turing est ensuite envoyé à Bletchley Park. Bien qu'il n'ait pas terminé sa machine, le travail qu'il a accompli servira de base à la nouvelle machine qui décryptera le code de l'ennemi. La machine de Turing marche à merveille et elle permet d'écourter la guerre d'au moins 2 ans. Elle a sauvé un nombre incroyable de vies. Il n'est pas exagéré de dire que le travail que Turing a effectué avant la guerre a permis de battre les nazis. Après la guerre, Turing continue d'utiliser ses machines pour résoudre différents problèmes. Mais son expérience à Bletchley Park lui souffle qu'il ferait mieux de programmer une machine capable d'effectuer plusieurs tâches. À partir de tubes cathodiques et de tambours magnétiques, Turing crée le prototype de l'ordinateur moderne. La première tâche de cette machine était de recalculer tous les zéros de Riemann. Et Turing a bien sûr découvert qu'ils étaient tous sur la ligne critique. Il avait trouvé une manière très intelligente de recalculer les zéros, et il avait prouvé qu'ils étaient tous sur la ligne. La machine de Turing permet de placer les 1104 premiers zéros qui se trouvent tous sur la ligne. Mais ensuite, tout s'effondre. Il ne s'agit pas que de sa machine. Sa vie aussi part en morceaux. En fait, Alan Turing était homosexuel. Ça a remis beaucoup de choses en question. Il n'est pas mort très vieux, mais à la fin de sa vie, il a été impliqué dans un procès très embarrassant concernant son homosexualité. C'est peut-être ça qui l'a poussé à se suicider.
Alan Turing est retrouvé mort dans son lit. L'autopsie révèle un taux très élevé de cyanure. Le mystère reste de savoir s'il avait réellement l'intention de se suicider. À côté du lit, il y avait une pomme entamée. Avait-il mis du cyanure dedans? Peut-être que la fiction avait rejoint la réalité. Le passage où la sorcière empoisonne la pomme dans Blanche-Neige et les 7 nains était sa scène préférée. C'est l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Il a été persécuté à cause de son homosexualité et ça l'a poussé à se suicider. Le monde a perdu un esprit des plus brillants. Mais la notion de machine à calculer de Turing lui survivra. Sa création n'est que le début d'une nouvelle ère où les ordinateurs prendront le pas sur l'homme pour explorer les nombres premiers. En 1952, un ordinateur découvre le premier nombre premier que l'homme n'a pas les capacités intellectuelles de calculer. Le nombre premier le plus élevé connu comporte plus de 7,8 millions de chiffres. Le voilà. Si je le laissais défiler, il faudrait 1 semaine et demie pour le lire en entier. Je vous rassure tout de suite, je ne le ferai pas. 7,8 millions de chiffres, c'est énorme. Il n'en faut que 100 pour exprimer le nombre d'atomes dans l'univers. Cela nous montre à quel point ce nombre est long. Mais Euclide nous a prouvé il y a longtemps qu'on pourrait toujours découvrir un nombre premier plus grand, maintenant, avec l'aide de cet ordinateur. Comme Turing l'avait suggéré, on peut utiliser des ordinateurs pour pousser encore plus loin l'exploration du paysage de Riemann. L'an dernier, on a confirmé que les 10 premiers trillions de zéros sont tous sur la ligne critique. Ça peut paraître exagéré de faire autant de calculs pour une seule théorie, mais la meilleure preuve qu'on ait pour l'hypothèse de Riemann, ce sont tous les calculs que les ordinateurs ont effectués. À l'heure actuelle, je pense que la plupart des gens parieraient sur l'hypothèse de Riemann. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a des gens qui remettaient sa théorie en question. Les résultats des récents calculs effectués par ordinateur ont achevé de convaincre les derniers sceptiques. Si on imagine que la ligne des zéros de Riemann commence à Göttingen, Riemann nous a élevés au-dessus de la ville. Turing, lui, nous a emmenés jusqu'à la Lune. Mais l'ordinateur nous a fait voyager à 100 années-lumière de Göttingen. Tel un vaisseau construit pour l'hyperespace, l'ordinateur nous envoie un message des confins de l'univers des nombres et pourtant, tous les zéros obéissent à l'hypothèse de Riemann. Calculer si tous les zéros sont sur la ligne, c'est très bien. Mais ça ne démontrera pas l'hypothèse de Riemann. L'ordinateur ne sert à rien pour comprendre l'infini. On ne sait pas ce qui peut se passer aux confins de l'univers des mathématiques. Il pourrait y avoir un zéro corrompu quelque part qui ne soit pas sur la ligne. C'est impossible de calculer une infinité de quoi que ce soit. Au final, pour confirmer l'hypothèse de Riemann, tout ce que les ordinateurs peuvent faire, c'est nous dire si tous les zéros sont sur la ligne critique jusqu'à un certain point. Mais comme ça doit être vrai pour une infinité de zéros, on ne peut pas aller au bout. Une fois qu'on décide de s'arrêter, il y a toujours d'autres nombres qui n'ont pas été calculés. Le XXe siècle avance, mais les mathématiciens, eux, réalisent qu'ils n'avancent plus. Au milieu des années 70, une avancée significative est faite dans la résolution de l'hypothèse de Riemann. Et cela se produit là où on ne s'y attendait pas. L'Institut d'études avancées de Princeton est le repère des esprits scientifiques les plus brillants de la planète.
Le patrimoine mathématique allemand n'a pas survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup de mathématiciens juifs sont partis aux États-Unis, comme Albert Einstein. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Princeton est devenue la plus grande institution d'études mathématiques au monde. En 1972, un jeune mathématicien américain, Hugh Montgomery, passe la journée à parler de ses nouvelles idées à l'Institut. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Montgomery ne veut pas étudier si les zéros sont sur la ligne, mais la façon dont ils sont alignés sur la ligne de Riemann. Il fait une découverte surprenante. En étudiant les espacements, j'ai noté assez peu de paires rapprochées. On aurait dit que les zéros se repoussaient les uns les autres. Il faut imaginer des ressorts reliant les zéros entre eux. Ils se compriment et puis se détendent. Quand on les agite, ils vont et viennent. Si on les observe à un instant T, certains ne sont plus à la place qu'ils occupent au repos. Ils peuvent être plus hauts ou plus bas. Malgré cela, ils se rapprochent rarement les uns des autres. D'après nos observations, les zéros n'aiment pas être regroupés. Ils ont tendance à se repousser entre eux. Si on trace une ligne et qu'on y dessine les zéros, ils seront espacés de manière très esthétique. Alors que si vous dessinez des points au hasard, ils seront agglutinés sur la feuille, mais relativement espacés entre eux. C'était une découverte très intéressante. J'ai cru qu'il devait y avoir un message, mais quand j'ai découvert ça à l'automne 71, j'étais perplexe parce que je ne comprenais pas le message. Tous les jours à 3 heures, les universitaires se retrouvent dans la salle commune pour un rituel de la plus haute importance dans tous les départements de mathématiques, prendre le thé. Cet après-midi-là, Montgomery a présenté un physicien de renom, Freeman Dyson. Ce jour-là, il y avait un mathématicien qui était toujours dans le coin, Shaula. Je parlais de tout et de rien avec lui et Dyson était de l'autre côté de la pièce. Shaula m'a dit « Tu as rencontré Dyson ?» J'ai répondu que non et il m'a dit « Je vais te le présenter ». Je lui ai dit « Non, non, ça va le déranger ». Mais il a beaucoup insisté et quand Shaula avait une idée en tête, on ne pouvait pas l'arrêter. Il m'a traîné un peu contre mon gré pour me le présenter. Il m'a gentiment demandé sur quoi je travaillais et je lui ai expliqué. Il a tout de suite vu que la densité des points était la même que celle des paires de valeurs d'énergie dans la théorie des matrices aléatoires. Les physiciens ont étudié la théorie des matrices aléatoires pour créer un modèle de statistique des niveaux d'énergie émis par les particules dans un certain contexte. Si on étudie une ou deux particules ou un peu plus, on sait comment elles vont réagir. Mais si on a des milliers de particules et qu'on veut connaître la façon dont les niveaux d'énergie sont émis, on fait des expériences et on dresse des statistiques de ces niveaux d'énergie. On essaie de voir quel graphique on peut créer avec ces niveaux d'énergie. Que veulent dire tous ces mots scientifiques? En fait, c'est le genre de formule mathématique utilisée pour modéliser les niveaux d'énergie du noyau des atomes lourds, comme l'uranium. Les niveaux d'énergie du noyau des atomes ressemblent aux différentes notes d'un instrument. Quand je joue de la trompette, plus je mets de l'énergie, plus les notes sont hautes. Écoutez plutôt. Le noyau d'un atome réagit de la même façon. Plus il s'agite, plus les vibrations à l'intérieur du noyau augmentent, comme les notes de ma trompette. Les physiciens ont découvert que les niveaux d'énergie du noyau d'un atome comme l'uranium aiment s'espacer de manière uniforme, comme les zéros de la ligne de Riemann. Les niveaux d'énergie sont quasi réguliers. On peut presque les prédire, il y a juste un certain degré de hasard. Mais c'est très rare d'en voir deux se rapprocher, tout autant que d'observer de gros écarts. Il y a des fluctuations, mais on obtient une fréquence moyenne, comme le montrent les statistiques.
Ces statistiques sont très particulières. Leurs résultats sont généralement justes et les noyaux se comportent comme elles le prédisent. Ce que Montgomery a découvert dans sa formule, et que Freeman Dyson a reconnu ensuite, c'est que même les zéros de Riemann suivaient la règle de ces statistiques. Montgomery et Dyson ont en fait découvert que le comportement des atomes, la base de toute matière, correspond au comportement des nombres premiers, la base des mathématiques. Le lien entre les deux disciplines est vraiment surprenant, mais ouvre une toute nouvelle voie dans l'exploration de l'hypothèse de Riemann. Ce rapport que Montgomery et Dyson ont découvert était d'un intérêt considérable, parce que ça a amené les physiciens à vouloir étudier l'hypothèse de Riemann. Ils ont fait des recherches passionnantes qui n'auraient pas vu le jour sans cette découverte, tant en physique qu'en mathématiques. L'idée, c'est de rapprocher de plus en plus les différentes composantes de la planète. Et on peut y parvenir en établissant des ponts entre les différentes disciplines. C'est quelque chose que les personnes qui ne font pas partie du monde scientifique ne voient pas. Et c'est possible avec les sciences physiques. C'est magique de se rendre compte tout d'un coup que deux matières qu'on pensait totalement éloignées sont en réalité liées. Je trouve que bien plus que l'hypothèse de Riemann, c'est vraiment ça la question à $1 million. Et pour moi, ce serait pourquoi le comportement d'atomes mathématiques aurait le moindre lien avec le comportement d'atomes physiques. C'est un grand mystère. Si on arrivait à comprendre ce lien, ça prouverait l'hypothèse de Riemann. La physique peut peut-être expliquer le comportement des nombres premiers. Après tout, un zéro qui ne serait pas sur la ligne équivaudrait à avoir un niveau d'énergie imaginaire. Et cela, les lois de la physique nucléaire ne le permettent pas. Ça pourrait être la meilleure chance d'expliquer l'hypothèse de Riemann, mais reste encore à le prouver. Est-ce que ça a réellement ouvert une nouvelle façon d'aborder l'hypothèse de Riemann? On n'en sait rien. On ignore ce que ça impliquerait de la démontrer. Peut-être que demain, quelqu'un continuera dans cette voie et résoudra le problème. Tout comme ça peut très bien être une impasse. Ça pourrait être une coïncidence que personne ne pourrait exploiter. Malgré toutes ces avancées majeures, la preuve que les mathématiciens recherchent semble se dérober. Les nombres premiers gardent leur mystère. Il y a à peine quelques années, seuls les mathématiciens s'intéressaient à ces nombres énigmatiques. Mais la révolution informatique les a propulsés dans le monde cruel de la communication électronique. Chaque fois que nous faisons une transaction sur Internet, nous utilisons les nombres premiers pour coder nos numéros de carte de crédit. Ce système de sécurité repose sur la difficulté de décrypter un nombre en le décomposant en nombres premiers. Je vais vous expliquer le principe avec deux peintures de couleurs différentes. Imaginez que chaque couleur représente un nombre premier. Si je mélange les deux couleurs, comme si je multipliais les deux nombres premiers, j'obtiens une toute nouvelle couleur, ou un nouveau nombre. Ce nouveau nombre est utilisé pour encoder le numéro de carte de crédit. Mais la seule façon de le décoder, c'est de connaître les deux nombres premiers qui ont permis de créer le code. De la même façon qu'il est déjà très compliqué de séparer les deux couleurs une fois mélangées, il est très difficile de trouver les deux nombres premiers à l'origine du nombre codé. Si on ne connaît pas les deux nombres premiers d'origine, ça devient presque impossible de trouver le code. Ce qui rend ce système si sûr, c'est qu'on ne connaît pas encore très bien les nombres premiers. Apporter la preuve de l'hypothèse de Riemann nous en apprendrait beaucoup sur ces nombres si particuliers. Et ce serait peut-être même suffisant pour trouver les nombres premiers à l'origine d'un gros bloc de chiffres. Une telle découverte serait catastrophique pour les transactions financières en ligne. Il y a vraiment eu beaucoup de travail de fait concernant la sécurité des systèmes,
Les scientifiques et les ingénieurs essaient de mettre au point les systèmes les plus sécurisés possibles. Et d'un autre côté, ils essaient aussi de briser des codes que des gens utilisent. D'ailleurs, il y a une histoire qui court sur un très grand mathématicien anglais qui vivait aux États-Unis, Oliver Atkin. On dit qu'à l'époque, la Navy et l'US Air Force auraient toutes les deux largement payé pour essayer de briser leurs codes et s'espionner. Sachant cela, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'un homme d'affaires a offert une prime de 800 000 € à la personne qui démontrerait l'hypothèse de Riemann. Mais les mathématiciens n'ont que faire de l'argent. Résoudre ce problème bouleverserait le monde des mathématiques. Beaucoup d'entre eux vendraient leur âme pour trouver la solution. L'hypothèse de Riemann fait partie de ces hypothèses qui, dès qu'elles sont énoncées, envahissent doucement l'univers des mathématiques. Aujourd'hui, il y a des livres entiers de mathématiques qui sont basés sur cette hypothèse. Beaucoup de théories partent du principe que l'hypothèse est juste. Si l'hypothèse se révèle fausse, il faudra sûrement trouver d'autres moyens de soutenir ces théories, et certaines seront sûrement discréditées. On ne sait pas du tout ce qu'on découvrira d'autre en démontrant l'hypothèse de Riemann. Mais je crois qu'on espère tous que ce sera déterminant et que ça chamboulera l'univers des mathématiques. Mais s'approche-t-on vraiment de la preuve de l'hypothèse de Riemann? A-t-on une réelle chance de comprendre le comportement si étrange des nombres premiers? Parviendra-t-on à résoudre cette énigme? Oui, il faut bien y croire. Sinon, autant abandonner. Pourquoi passer sa vie à essayer de prouver une chose si on n'a pas la conviction qu'elle est vraie? Si on découvrait un zéro qui n'est pas sur la ligne, j'arrêterais les maths parce que ce serait devenu une matière entièrement différente. J'aimerais vraiment rencontrer une personne qui ne croit pas à l'hypothèse de Riemann. Je n'en connais pas. Pas sûr qu'elle soit juste. On pourrait même dire qu'il y a une chance infime qu'elle soit fausse. Que l'hypothèse de Riemann soit démontrée ou non, je suis sceptique. Si beaucoup de scientifiques comme Riemann, Hardy ou d'autres s'y sont cassés les dents, c'est qu'elle doit être relativement impossible à prouver. Si je pariais, je dirais qu'on risque plutôt de montrer qu'elle est juste. Des arguments le confirmeraient, même si le contraire était plus intéressant, parce que ces preuves nous auraient trompés. Comme si une divinité moqueuse nous donnait toutes les preuves indiquant que l'hypothèse est juste, alors qu'il y a des zéros qui ne sont pas sur la ligne critique. Mais il faudrait le prouver. Aujourd'hui, cette hypothèse tient une grande place dans l'univers mathématique. C'est pour ça que je crois vraiment qu'un jour, on trouvera un moyen de la démontrer. Peut-être avec l'aide de la géométrie, des statistiques, des jeux de cartes, ou par le biais de la physique. Mais je pense qu'on y parviendra. C'est tout le mystère et l'intérêt de travailler sur des problèmes mathématiques. Personne ne connaît la solution, ou même si on s'en approche ou pas. J'ai vraiment l'impression qu'avec toutes les découvertes récentes en mathématiques, on n'est plus très loin de la solution. C'est un peu comme le bus, on ne sait jamais quand il arrivera. Ça peut être demain comme dans 3000 ans. Mais je pense que ça arrivera d'ici une cinquantaine d'années. En tout cas, j'espère vivre assez longtemps pour voir l'hypothèse de Riemann démontrée. Cela fait 3000 ans que l'énigme des nombres premiers tient en échec des générations de mathématiciens. Pour ma part, je pense que même avec ces liens étranges avec la physique, la cryptographie et les ordinateurs, les mathématiciens sont à deux doigts de trouver la solution. Une idée peut survenir à tout instant. Une chose est sûre, on se souviendra toujours de celui qui prouvera l'hypothèse de Riemann comme de celui qui a su faire chanter les nombres premiers. La chanson Sweet Betsy from Pike a servi de base à Tom Apostol qui a ajouté des passages de l'hypothèse de Riemann. Je ne connais que le premier couplet. Oh, where are the zeros of zeta of s?
GFB Riemann, he made a good guess. They're all in the critical line, said he, and the density's 1/2 pi log t. Et voilà.